voilà, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter ma spécialité à l'ensemble des étudiants ici présents et à mes collègues ici présents, ravis aussi de parmi vous. Alors, pour l'anecdote, en parlant d'anecdote, donc en ce qui me concerne, le jour J, lorsque j'ai eu mon concours de résident, où je suis montée pour faire mon choix, j'ai hésité. Et là, l'initiative qui a été faite par le club est top, elle est super, et je les félicite à 1000%. Donc, mon expérience à moi, c'était quoi? Classe, pour choisir mon poste, et je ne savais pas quoi choisir. J'hésitais. J'adorais la chirurgie, j'étais passionnée de chirurgie, j'ai passé une internat magnifique en chirurgie. Voilà, et je me disais, je serais une chirurgienne top. Donc il y avait mes collègues à moi, qu'on a fait interne double bloc, on faisait l'aide à l'époque, on a dit qu'on a l'aide. Et les résidents à côté de moi me disaient, vous avez les mains de chirurgien, vous allez faire un excellent chirurgien. Donc on a pas là, je vais faire chirurgie, je vais faire chirurgie. Et puis, mon frère chirurgien, mon mari chirurgien, tout mon entourage était chirurgien, je lui ai dit chirurgie. Donc je suis montée, voyant qu'est-ce que je dois faire, bah tiens, je vais faire l'endocrino, sans grande conviction, d'être l'endocrino, et depuis, je suis passionnée de cette spécialité. Donc vous avez choisi la bonne personne pour parler d'endocrinologie. J'ai jamais regretté ce choix. Donc c'est une spécialité qui est pratiquement à la frontière de toutes les spécialités que vous connaissez. Donc on travaille avec les cardios, donc ils nous envoient leurs patients pour explorer une hypertension artérielle. Parce que dans 10% des cas, c'est des HTA d'origine endocrinienne. On travaille avec les dermatologues, ils nous envoient pour explorer l'hirsutisme. Parce que une partie, bien que l'hirsutisme, il y a l'idiopathique, mais aussi il y a les ovaires polykystiques, il y a les ambiguïtés sexuelles, il y a les blocs enzymatiques en 21 hydroxylase, donc il y a toute une liste de causes de cet hirsutisme. On est à la frontière avec la gynéco, donc il y a les problèmes de fertilité. Les couples qui viennent consulter parce qu'ils ont une hypofertilité ou bien infertilité, une bonne partie des causes, que ce soit d'origine masculine ou féminine, c'est l'origine, elle est endocrinienne. Qu'est-ce qu'il y a aussi au niveau rénal? Donc on a la néphropathie diabétique, la néphropathie hypertensive, il y a pas mal de pathologies aussi qui se compliquent au niveau rénal. Donc pour les glandes, vous connaissez habituellement les glandes, vous connaissez l'hypophyse, vous connaissez la thyroïde, vous connaissez la surrénale, les ovaires, les testicules, mais il y a pas mal de nouveaux des organes que vous connaissez qui sont en fin de compte des glandes endocrines. L'os est une glande endocrine. Moi personnellement, je travaille avec toute une équipe multidisciplinaire sur des maladies orphelines, des maladies rares. Les ostéogénèses imparfaites, c'est des enfants qui naissent avec une fragilité osseuse, ils sont mutation. Donc on est en train de travailler avec toute l'équipe d'orthopédie pour ces maladies osseuses constitutionnelles. Il n'y a pas que l'orthopédiste, il y a les chirurgiens dentaires, il y a les rééducations, il y a la physio, il y a l'ORL, on travaille tous ensemble autour de cette pathologie. Il n'y a pas que l'ostéogénèse imparfaite, il y a aussi d'autres maladies osseuses constitutionnelles. Le tube digestif, avec nos amis et collègues gastro-entéro, est une authentique glande endocrine. C'est la plus grosse, grande glande endocrine, avec toutes ses sécrétions. Donc, on travaille aussi avec nos collègues gastro-entéro. Donc, vous voyez qu'on est à la frontière de pas mal de pathologies. Sans parler des pathologies que vous connaissez déjà, si je prends par exemple la thyroïde, qui est un manque, que ce soit la prise en charge des nodules thyroïdiens, la prise en charge de la maladie de base d'eau, la prise en charge des hyperthyroïdies, hypothyroïdie. C'est quand même des pathologies qui sont assez fréquentes dans notre pays. On est dans une zone d'endémie boîtreuse. Si je prends la région de Bauge par exemple, à un moment donné, dans les années 70, maintenant on n'a pas refait de nouvelles statistiques, c'est à peu près une personne sur deux qui a un goitre. Donc vous voyez, le marché, il est là, par rapport aux patients, par rapport à... Donc il n'y a pas que la gynéco, il n'y a pas que la radio, il n'y a pas que la chirurgie, il y a aussi l'endocrinologie.
C'est vrai que c'est pas très bien connu par le public, mais ça va venir avec vous et avec les nouvelles générations. C'est vraiment spécial l'endocrinologie. Alors si, voilà, il y a les cancers de la thyroïde, pour la parathyroïde, le métabolisme phosphocalcique, c'est un monde à part, le métabolisme phosphocalcique. Avec les déficits en vitamine D associés, avec l'hyperpara, l'hypoparathyroïdie, que ce soit aussi les causes génétiques, les causes post-opératoires, donc c'est vraiment un monde. Si je prends une autre frontière qu'on a avec la pédiatrie, c'est tout ce qui est croissance, tout ce qui est puberté, tout ce qui est développement sexuel. Donc, pratiquement, nous sommes les références. Tous les pédiatres nous adressent ces pathologies. Normalement, c'est l'endocrinopédiatrie, mais elle est très peu développée en Algérie. Donc, du coup, c'est nous, les endocrinologues adultes, qui s'occupons des enfants qui ont ce type de problème, retard de croissance ou bien grande taille, puberté précoce ou bien retard pubertaire, les anomalies du développement sexuel, c'est un monde, vraiment un monde passionnant à part entière. C'est des bébés qui naissent avec quelques troubles et qui sont déclarés garçons alors que c'est des filles, qui sont déclarées filles alors que c'est des garçons. Donc c'est tout un monde. Et vraiment c'est la l'endocrino qui maîtrise ce volet-là. Voilà. J'ai fait un petit peu le tour des pathologies. Si je prends sur le plan ovarien, les ovaires polykystiques, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une cause endocrinienne. On a incriminé l'insulinórésistance. Le traitement, c'est endocrinien. On donne de la contraception, ou bien on donne d'autres traitements. On donne de la spironolactone, qui est un traitement anti-aldostérone. Donc c'est tout un monde. On a vous avez parlé tout à l'heure de la radiologie interventionnelle, on a aussi l'endocrinologie interventionnelle, qui est en plein développement dans notre pays. Je vous donne l'exemple des nodules thyroïdiens, donc au niveau du service d'endocrinologie. Donc on a l'échographe, donc on fait notre propre exploration, à l'instar d'un cardiologue qui fait avec l'écho-cœur. Donc nous on a l'échographie aussi, on fait l'écho, on fait les cytoponctions écho-guidées, et maintenant on est en train de développer, on fait les prélèvements, les dosages, les différents dosages de parathormones, de thyroglobuline in situ à partir de nos prélèvements, et on va développer, pas encore fait, donc c'est les thermoablations, ça veut dire qu'on va traiter les nodules in situ, éventuellement, donc à défaut que la radiologie le fasse, donc c'est nous qui sommes en train de réfléchir sur la question, c'est pas encore fait. Voilà, globalement, par rapport à l'endocrinologie qui est à la frontière de toutes ces spécialités, on a le volet nutrition qui est très peu développé par les endocrinologues, mais on compte le faire. On ne l'a pas fait on l'a pas fait depuis toujours. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas très nombreux comme endocrinologues et on est un petit peu focalisé sur le diabète qui est une pathologie très fréquente, les problèmes thyroïdiens aussi qui sont assez fréquents, très peu nombreux, donc on ne pouvait pas se disperser. Et avec le temps, en plus, on va avoir plus de résidents et de spécialistes. On va encore développer ce volet de nutrition qui est vraiment très porteur en endocrinologie. J'arrive au troisième volet, c'est le diabète sucré. Là aussi, c'est 14% des Algériens qui sont diabétiques. Donc vous voyez à peu près, c'est des millions de personnes qui sont diabétiques. Un diabète sur deux ne sait pas qu'il est diabétique. Et la prise en charge du diabète est de plus en plus développée. On est maintenant passé à l'intelligence artificielle. Et je donne mon expérience personnelle, mais je suis très portée sur les nouvelles technologies dans la prise en charge du diabète sucré. Vous voyez, le futur, il est là. La prise en charge a complètement été bouleversée. Alors, ça ne passe pas. Voilà. Vous voyez, la médecine, elle a un petit peu évolué. C'était une médecine 1.0, la médecine que vous avez appris à l'université. L'enseignant étudiant et puis l'étudiant qui est devenu médecin et qui a face à son patient, il détient l'information et donne l'information. Maintenant
ça a changé. Il faut que nous aussi on change. Elle a évolué vers la médecine 2.0, où il y a parallèlement au web 2.0. On a un échange, un chat entre patients et le médecin. Et puis la médecine 3.0 qui évolue en même temps que l'intelligence artificielle, où patients et médecins sont connectés. Et puis maintenant c'est la médecine 4.0 avec ce développement de l'intelligence artificielle. C'est une médecine 4P, robotisée et digitalisée. Je vous donne quelques exemples d'applications. Dans le diabète, on a le smart tensiomètre, la smart chaussette qui détecte la température et qui va prévoir s'il va y avoir des problèmes au niveau du pied du diabétique. Et puis en développement smart lentille de contact, smart pilule. Donc tout ça c'est l'avenir de la médecine et du diabète. Je donne l'exemple des développeurs d'applications dans le monde, où presque 70% de ces développeurs préfèrent développer les applications dans le domaine du diabète. Pour vous montrer, dans le monde, c'est 400 millions de diabétiques dans le monde. Comme deuxième application, qu'est-ce qu'ils préfèrent développer? Ce sont les applications pour l'obésité. Donc c'est toujours de l'endocrino. Troisième application, c'est l'hypertension artérielle, et puis c'est les problèmes cardiaques. Voilà, je vous donne quelques applications où on prend des photos du pied en classe à partir de ces mécanismes intelligents. Des applications où on prend en photo notre assiette et qui va calculer les calories pour pouvoir mesurer le nombre d'unités d'insuline à doser. Je vous donne cette application par exemple où on a confirmé par des études d'excellente qualité que ça diminue l'hémoglobine mieux que les médicaments. Juste que le patient téléchargerait de l'application où il y a le coach dans la prise en charge de son diabète. Voilà, et puis la grande révolution, c'est le pompe à insuline, surtout la boucle fermée. J'ai le privilège d'être parmi les premiers qui ont lancé les pompes à insuline dans le Constantinois. Et j'ai des patients qui sont sur la dernière génération de la pompe à insuline. C'est la même pompe qui est aux États-Unis, la 780. Et on est en train de travailler avec son moindre souci. Alors, mettre les données, pourquoi j'en parle? C'est très important pour essayer de vous sensibiliser par rapport à ça. Ces données, c'est presque 1 million de gigaoctets de données de santé pour chaque personne. C'est l'équivalent d'environ 300 millions de livres. C'est 80% de ces données de santé, elles ne sont pas structurées. Et 90% des résultats de santé d'une personne, elles peuvent être attribuées à soit la génomique, soit à des données exogènes. Par exemple, votre montre qui est Smart Watch, qui va avoir collecté le maximum d'informations et à nous, cliniciens, de nous habituer à ces nouvelles techniques d'intelligence artificielle. Maintenant, qui est le chromosome qui est le digitosome. Ça veut dire un chromosome digitalisé. Toutes les informations qu'on peut collecter de vous lorsque vous êtes connecté. Il y a des informations à vous, donc elles sont mises dans les systèmes d'intelligence artificielle. Il y en a 36, il y en a plusieurs techniques pour avoir une médecine de précision. Donc votre médecine à vous, votre médecine à vous, c'est une médecine 4P. Elle est prédictive, elle est préventive, elle est personnalisée, elle est participative, elle est digitalisée, elle est robotisée. Donc c'est votre médecine à vous et à vous. Vous devez vous familiariser avec ces nouvelles technologies. Ce n'est plus la médecine habituelle. Là, encore une fois, j'ai la charnière. On est en train de se former, on est en train de s'y mettre dans ces nouvelles technologies. Donc vous et nous, on doit s'adapter à ces nouvelles techniques. La médecine. Bon, on le dit bien, l'information, c'est le pétrole du XXIe siècle. J'ai le privilège de travailler avec une équipe à peu près dans le monde entier. Donc, les personnes qui vont être avec nous en endocrinologie vont pouvoir elles aussi travailler en collaboration avec ces équipes-là. Donc, ils sont nombreux, pardon. Donc, sur le plan national, on est un peu partout dans le monde. On a les États-Unis, on est en France, au Liban, en Tunisie, donc c'est un peu partout. Et on a l'équipe du service d'endocrinologie. C'est juste, ça date d'hier, la photo on a fêté
les lauréats du DEMS, du service d'endocrinologie, et les lauréats, ils étaient parmi les premiers de toute l'Algérie. Donc, Dr Brick était classée première le DEMS sur le plan national. Donc voilà, toute l'équipe. Et puis, je vous ai parlé de l'endocrinologie. Maintenant, sur le plan, donc c'était le contenant, le service d'endocrinologie. Il est au niveau du CHU, une très belle structure, un patrimoine de Constantine, sauf qu'il est en ruine, malheureusement en ruine. Vous êtes certainement passé au service d'endocrinologie et vous avez vu l'état dans lequel il est. Malgré toutes ces circonstances, on tient bon pour essayer de donner le meilleur de nous. Voilà, merci pour votre attention. On atterrit, on a fait les nuages avec l'intelligence artificielle, mais on atterrit avec le service qui est dans un état un peu catastrophique. Merci pour votre attention. Qu'est-ce que vous aimez dans votre spécialité? C'est un monde passionnant. À chaque fois que je prends un thème, je me noie dedans. C'est vraiment passionnant. Ce qui me passionne le plus, c'est les gonades. Sincèrement, surtout les troubles du développement sexuel et tout, donc c'est mon dada. Mais aussi, ce qui me passionne, c'est l'intelligence artificielle, c'est mon dernier dada aussi. Avec l'équipe Cadeau, on a fait plusieurs publications internationales, avec juste une simple base de données que j'ai collectée durant ma thèse. Je suis en train d'en faire un trésor avec des informations exceptionnelles qui peuvent aider en santé publique. Voilà. Classement résidalement et nombre de postes. Classement résidalement, ça dépend de vous. Donc classement allemand. Le classement avec le résidalement. Classement avec le résidalement, c'est une autre anecdote. J'avais mon père qui était très malade. C'était un cancer de la prostate métastasé, donc très. Et puis j'ai eu un surmenage, j'ai rien pu faire. Truc de concours de résident web terrassé, zéro information, absolument rien, tout de surmenage bien évidemment. Et puis comme à l'époque c'était pas des QCM, c'était des questions ouvertes. Donc j'ai philosophé à l'époque, c'est super. Les questions c'était des questions du genre Krakow, du genre, c'était des questions vraiment très rares, donc j'ai philosophé et j'ai été classée 50 dans la cour. En sachant que j'étais majeure de promo, j'étais troisième du marque. Voilà. Nombre de postes, en général, c'est entre 4 et 6 postes, ouverts chaque année. Parce qu'à les EMS6, il faudrait que je 6, donc il faut qu'on remplace par 6. Voilà, en moyenne, c'est ça, 6 postes. Est-ce qu'il y a une bonne formation? La question, vous la posez aux résidents, peut-être? Non, je pense que c'est une excellente formation. Elle est double sur le terrain. Oui, le résident est face aux patients du premier jour là, et il s'applique du premier jour. Et puis, certainement, il y a une bonne formation, que ce soit direct, avec un enseignement direct, des cours faits par les rangs magistraux. En fait, on est 2 rangs magistraux au service, on est 2 profs, il y a 2 MCA. Et comme maître assistant, il y a normalement 3 maîtres assistants, mais ils sont tous en mise en disponibilité. Donc du coup, on n'est que 4, 2 profs et 2 MCA. Voilà. Mais on fait de notre mieux pour la formation. En principe, les résidents vont poser ces questions à leurs résidents et vont répondre. C'est une spécialité compliquée à comprendre et à cerner. Combien 15 jours? Non. Je pense.
que vous êtes assez intelligent pour avoir un bac mention très bien pour la bonne partie de vous, pour avoir un bac 16 et plus pour une bonne partie à vous, donc vous n'êtes pas bête. Donc vous êtes assez intelligent pour comprendre l'endocrinologie. C'est une question de persévérance aussi, mais chez pas d'intelligence, d'acharnement, d'essayer de voir un peu partout pour essayer de comprendre, de poser des questions, faire votre propre recherche. Donc pas assez compliqué. Elle est compliquée ça pour les gens qui ne se concentrent pas dessus. Mais sinon, elle est plus que elle est très passionnante. Quelle est la pathologie la plus difficile à traiter dans le service? Toutes les pathologies sont difficiles à traiter. Très difficiles à traiter. Les plus difficiles, c'est l'obésité morbide, c'est des enfants qui ont 3 ans, 4 ans et qui font 100 kilos. Maintenant, c'est très difficile pour nous avec les moyens dont on dispose. Ailleurs, il y a la thérapie génique et tout. Chez nous, on n'a rien, donc je suis pour les enfants d'ado. Nous battons le diable. Donc c'est pénible pour nous en tant que médecins. Mais sinon, toutes les autres pathologies, bien faciles à traiter et bien difficiles à traiter. Donc une réponse bien précise à cette question. Le système de travail. Il y a des gardes pour les résidents, ça dépend de leur nombre, ça dépend des congés et tout, peut-être une garde par semaine. Le staff le matin à 8h30, chaque jour il y a un senior qui chapeaute le staff. Il y a les astreintes, il y a les gardes. Quoi encore? On a les jours de visite avec les seniors, le jour de visite avec le médecin-chef. On a les consultations en périphérie. Donc chaque résident a 2 consultations en périphérie, parfois l'après-midi, parfois la matinée. Voilà, en gros, le système du travail dans la convivialité totale. C'est sûr qu'il y a de la pression parce qu'il y a énormément de travail pour le service, surtout la garde et la consultation. Mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. La durée du cursus, c'est 4 ans. La première année, on passe l'endocrinologie. L'endocrinologie pendant 2 ans. Les 2 premières années, où à la fin de la première année, il y a un examen national. Et puis les 2 dernières années, c'est la diabétologie. À la fin, c'est le DNS, la 4e année, la fin de 4e année. Terrain de stage, avantages et inconvénients, ainsi que l'entourage dans le service. Terrain de stage, le seul terrain de stage, c'est le service d'endocrinologie. Donc il n'y a pas d'autre terrain de stage. Il y a 2 services, l'Est algérien Planning, il y a Batna et il y a Constantine. Constantine, je pense, c'est le meilleur terrain de stage. Sinon, il y a Alger. Alger, il y a 8 hôpitaux. Chaque hôpital, l'inconvénient de Alger, c'est quoi? C'est qu'ils font de l'endocrino, donc les services d'endocrino, que de l'endocrino, traverse l'endocrino, donc le service de diabéto, que la diabéto. À la différence du service aérien, c'est le service endocrino-diabéto. Donc d'emblée, on fait les 2. D'emblée, les résidents, même si le programme, première année, deuxième année, c'est l'endocrino, mais c'est juste le programme d'enseignement. Mais pour pathologie, consultation et tout, les résidents font tout. Et l'endocrino et la diabéto, d'emblée. Voilà. L'inconvénient, peut-être, les questions à doute, peut-être qu'il faut les poser les résidents. L'inconvénient, moi je ne trouve pas d'inconvénient par rapport à le stage. L'inconvénient principal, peut-être que je trouve que ce service il est très petit et le nombre des résidents ils sont nombreux quand même. Donc du coup, les résidents ont peu de patients. Donc un patient, pas de rigotte, une stage minimum, donc le résident ADEC, elle nous indique parce qu'ils sont très nombreux. Donc ils peuvent garder 15 jours, ce n'est pas le cas pour notre Nigeria, on était très peu nombreux. On était 10 résidents, toutes les années confondues, on était 10. Donc à 6, on reste juste pour une année 6 résidents. C'est un service de 28 lits, dans la moitié du service, la roue en construction, donc il n'y a que la moitié. Vous imaginez une trentaine de résidents sur 16 lits. Donc ils sont en train de faire le mouvement. C'est vrai, c'est un inconvénient principal, mais on se rattrape avec la consultation, on se rattrape avec les staffs, les RCP, on fait des réunions de concertation de discipline avec les ORL, donc les résidents assistent à nos discussions avec les seniors et apprennent à partir de ces discussions. Voilà l'inconvénient principal du stage. L'entourage dans le service, je n'ai pas compris la question.
Hein? L'ambiance dans le service, elle est très conviviale. C'est clair qu'il y a une pression énorme. Donc les résidents, pour le moment, c'est infernal. Mais une fois la preuve la réception de l'UM6, ils étaient aux anges, très contents de passer le cursus en endocrinaux. Et puis ils n'ont jamais, ils le disent, hein, on n'a jamais regretté de faire la spécialité endocrino. La pathologie la plus fréquente, c'est le diabète. Ça, c'est évident, je l'ai bien dit, c'est le diabète. Puis la thyropathie, tout ce qui est thyroïde, c'est comme deuxième pathologie. Troisième pathologie, c'est le métabolisme phosphocalcique. Tout ce qui est hyperpara, hypopara, tout ce qui est hypercalciurie, exploration des calculs rénaux, voilà comme troisième position. Et puis vient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les troubles d'affectivité, les troubles des DSD. On fait les consultations qu'on a consultation hypophyse. Donc ça ne parle que d'hypophyse, hyperactinémie, hyperchomégalie, adénome, Cushing, donc hypophyse, surrénale, tout ce qui est phéochromocyte, tout ce qui est corticosurrénal, adénome surrénal, il y a un code et tout. On a une consultation thyroïde, surtout le cancer de la thyroïde. Et on a une consultation VSD, les troubles du développement sexuel. Voilà, les principales consultations qu'on a, plus de l'endocrino général, plus la diabéto de façon générale. Demain, les consultations. Argent et endocrinologie. Je rejoins mon collègue. L'argent dépend de votre capacité à la compétence pour avoir de l'argent. Il y a des gens doués pour avoir de l'argent, et il y a des gens même congéniques ou cardio qui ne sont pas doués pour ça. Donc c'est des compétences différentes pour avoir de l'argent. Si je veux classer l'endocrino comme le Canada ou les États-Unis, on est taxes. En premier, c'est l'orthopédie, l'anesthésie, la chirurgie, la radio, l'ophtalmo, pas des autres spécialités, on va de l'endocrino, la médecine familiale, il y a l'équivalent de la médecine générale. Donc là, mais ceci dit, ailleurs, 300 000 $, 400 000 $. Même là, on va avoir 2 millions de dollars, là c'est 300 000 $. C'est de l'argent quand même. C'est-à-dire, je parle du Canada et des États-Unis pour ceux qui veulent partir ailleurs. En Algérie, encore une fois, c'est des compétences personnelles. D'accord? Il y a beaucoup des perspectives pour l'endocrino. Si vous voulez ouvrir un cabinet pour l'endocrino, pensez à faire de l'endocrino interventionnel. On ne peut pas faire le classique, habituel. Vous voyez d'autres collègues qui font la même chose. Un généraliste peut faire aussi de la diabète, donc il faut être plus compétent qu'un généraliste pour apporter un plus. Les collègues ORL peuvent faire aussi la thyroïde. J'ai même vu des chirurgiens qui font la thyroïde. Vous voyez, donc il faut apporter un plus, un plus-value par rapport à la spécialité. Donc si vous voulez argent, ce n'est pas la bonne spécialité pour faire de l'argent. En gros, si vous voulez faire de la recherche, c'est une excellente spécialité pour faire de la recherche. D'accord. Si vous voulez faire de l'hospitalo-universitaire, là aussi c'est une très bonne spécialité pour faire de l'hospitalo-universitaire. D'accord. Ceci dit, l'argent, je suis un frein. Encore une fois, ça dépend de vos compétences très attaquantes. Vous pouvez faire, j'ai des collègues à moi qui ont ouvert des cliniques de diabétologie. Ça ne fait que de la diabétologie. Des cliniques un peu partout où ils ont beaucoup de succès parce qu'ils sont vraiment très dynamiques. Constantine ou or, donc j'ai répondu à cette question. Donc l'Est algérien Kérul, les services formateurs, c'est Constantine et Batna. Batna, donc c'est clair que c'est Constantine frère. Par rapport à Alger, je vous ai dit, Alger c'est indiqué 8 services. En général, Alger, c'est vraiment les majors de promo. Sur les 1500 litres, c'est vraiment les premiers postes qui se jouent à Alger. C'est une spécialité principalement clinique qui peut être développée en paraclinique. Je vous ai expliqué. D'accord? Pour l'endocrinologie interventionnelle, principalement au niveau de la thyroïde.
Les meilleures microspécialités en endocrinologie sur quel plan? Sur le plan argent, un peu de diabète. D'accord? En sachant que j'ai des collègues à moi qui sont installés en privé et qui font que de la thyroïde et qui sont très très bien. Que de la thyroïde. Mais non, ils consultent ni diabète, ni nutrition, ni aucune autre microspécialité. Donc ça dépend de la région où vous allez vous installer, ça dépend de l'entourage de cette région, jusqu'à comme microspécialité ou comme généraliste ou comme spécialité autour de vous, où vous pouvez développer une partie de la spécialité. Ça peut être n'importe quoi. Là, personnellement, depuis quelques temps, mes collègues de Sidimballah, PMA, m'envoient tous leurs patients pour les troubles de la fertilité d'origine masculine, beaucoup leur maladie. C'est un créneau que, par hasard, les gens m'envoient cette micro-spécialité. Donc l'infertilité aussi, c'est vous. C'est l'endocrino aussi. D'accord? Les obstacles, il faut comprendre. Par exemple, quel type d'obstacle? Non, si quelqu'un est du genre, alors pour moi, si quelqu'un est battant, persévérant, donc il n'aura aucun obstacle, Inch'Allah. D'accord? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle. Mais ceci dit, la question m'a dit, je prépare le fait de devenir résident ou est-ce qu'il est possible de faire des formations à l'étranger pour les étudiants en Algérie? Bien sûr qu'il est possible de le faire. Là, j'enlève la casquette d'endocrinologue et je remets la casquette de vice-recteur chargé de la conservation et de la recherche scientifique. Vous voyez, en tant que résident, de futur résident, vous avez le droit à avoir des stages de courte durée à l'étranger, le terrain qui vous convienne. Vous aurez maintenant une lettre d'accueil, le service d'accueil éventuellement, et puis l'accord du service où il y en a, donc, que ce soit endocrinologie, chirurgie, radio, orale ou n'importe quel autre service. Et que maintenant, donc, pour la lettre d'accueil, et puis l'accord de votre médecin-chef, et la procédure peut être entamée. L'endocrino très développé en Europe, en France, en Italie, en Belgique aussi, en Grande-Bretagne, c'est très développé. Rien que le volet de diabétologie, c'est un monde. D'accord? Vous pouvez faire normalement du monde. Le cas le plus intéressant, sincèrement, tout est très intéressant. Je vous ai dit au départ, c'est vraiment très passionnant. L'endocrinologie qui traite de chaque chapitre, chaque pathologie. Elle concerne la nodule thyroïdien, peut-être très facile, mais non, c'est un monde, le nodule thyroïdien. Le nodule thyroïdien, c'est le plus compliqué. Tous les endocrinologues, en quelque sorte, ils ne maîtrisent pas très bien, c'est les DSD, les troubles du développement sexuel. Il y a la pathologie pratiquement la plus difficile. C'est surtout parce qu'on n'a pas les moyens pour explorer la pathologie. C'est après la même chose. La spécialité avec laquelle vous interagissez le plus, c'est en fonction de la pathologie. Et je vous ai dit que la pathologie, l'une des pathologies les plus fréquentes, c'est la thyroïde. Donc on travaille beaucoup avec nos collègues chirurgiens, que ce soit chirurgie générale ou la orale, par rapport à la thyroïde, par rapport à la surrénale aussi, les tumeurs surrénaliennes. Donc c'est eux qui nous opèrent le surrénal. Donc on interagit beaucoup avec la spécialité chirurgicale et en matière de diabète, donc on interagit avec toutes les autres spécialités, avec les cardiologues, avec les ophtalmos, avec les neurologues. Voilà, on interagit aussi beaucoup avec la pédiatrie. Donc je vous ai dit au départ qu'on est à une frontière avec pas mal de pathologies. Ça, j'ai répondu à cette question. C'est les nouvelles données d'intelligence artificielle et les bases de données qui représentent vraiment le pétrole du 21e siècle. Qu'est-ce qui distingue l'endocrinologie des autres spécialités? Je ne sais pas. Je dirais... calme. Par rapport à la relativité, mais
vous, ça bouillonne, hein. Mais de loin, c'est calme. De loin, ça paraît calme, mais à l'intérieur, on est vraiment très dans une ébullition éternelle, non-stop. Voilà. C'est une spécialité qui est passionnante. Je le dis toujours à mes étudiants, quand les gens me cours, c'est logique dans l'endocrinologie. Donc tout est logique. Donc on comprend la base de l'endocrinologie, donc on déduit tout le reste. L'endocrinologie, raisonnement versus mémoire, c'est ça, c'est le raisonnement, beaucoup plus que mémoire. Mémoire peut-être durant le cursus de résidana, je le dis d'ailleurs toujours à mes étudiants, c'est des tiroirs. Quand je leur fais le planchage, je leur dis hyperthyroïdie, ou je mets les tiroirs de hyperthyroïdie, et quand je mets les tiroirs d'hyperthyroïdie. Donc même en commun, je suis hyperthyroïdie, les tiroirs électrolytiques. C'est confirmation diagnostique, c'est la recherche de l'étiologie, c'est la recherche de retentissement, c'est la prise en charge thérapeutique, c'est la surveillance et c'est le pronostic. Les tiroirs à deux projets. Donc, encore une fois, dans le commun, je vais demander le plus normalement du monde. Voilà, donc c'est raisonnement plus que mémoire. Mémoire peut-être durant le cursus de résidana, pour bien sûr se familiariser avec toutes les pathologies, on va le savoir. Jamais de la vie, je regretterai de faire l'endocrinologie. L'endocrinologie en un mot, une passion. Merci pour votre attention. Chigoulou. Je n'ai pas compris. Oui, Chigoulou à l'endocrine. Chigoulou l'endo. Maquillage Khadma, c'est ça, maquillage, c'est le maquillage Khadma. Les généralistes, l'idéo formation diabète. Une grande part de réalité qui dit que par cette personne. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut sortir du lot. On est endocrinologue, on doit sortir du lot. Mais chez un médecin généraliste qui a fait une formation d'une journée, ou la diabétologue. D'accord? Et Dieu sait les bêtises et les erreurs graves qui sont en train d'être faites à cause de ces formations qui ne sont pas valides, qui ne sont pas réglementées. Qui sont vraiment une catastrophe. Imaginons la chirurgie, des formations d'une journée pour les chirurgiens. La radioéchographie, pareil, exactement. Je suis parfaitement d'accord. Il y a une part de responsabilité des médecins qui sont en train de faire la déformation, une grande part de responsabilité. Vulgariser l'écho, je suis d'accord, mais je radiologue, je me substitue au radiologue. Nos débuts de l'échographie cervicale, on a mis nous chauffons et on adresse au radiologue pour confirmer, pour vérifier tout ce qu'on a vu. D'accord? Pour moi, spécialité jeune, c'est les gens publics, les zéro et approche, les 5 ans l'hygiène, les peut-être ils se font, c'est possible, on va l'espérer. Non, c'est vrai qu'elle n'est pas connue du grand public, mais c'est la faute des endocrinologues. On est très peu nombreux. Donc, qui joue la d'autres. Maintenant, c'est en train d'être plus adopté comme spécialité par l'ensemble des personnes. Donc, c'est une grande partie de notre faute à nous. Là, on prend endocrinologue. La plupart des endocrinologues sont au milieu hospitalier. Dans le milieu hospitalo-universitaire. Les endocrinologues ils s'installent à l'extérieur, en ambulatoire et en clinique. C'est pour ça que le grand public ne connaît pas très bien la spécialité. Non, vous êtes tous intelligents. Mais quel choix n'est pas intelligent. Chacun a l'intelligence qui a un domaine ou une rubrique ou une partie bien précise. Donc vous ne le savez pas peut-être encore, mais vous aurez le crayon théâtre le plus. Et en plus, vous allez exceller. Si vous n'arrivez pas, donc un conseil que je pourrais vous donner, si vous n'arrivez pas à faire la spécialité que vous aimez la spécialité que vous faites. En aimant la spécialité que vous allez faire, vous allez exceller.
Avec une troisième anecdote. Une amie à moi, c'est le concours de résident à Djahna, donc elle a fait l'endocrino. Mon amie à moi, elle était classée dernière, l'anatomie. Donc pour tout le monde, l'anatomie c'était le mauvais choix, c'était ceci, les concours, mon amie à moi, elle a excellé sur l'anatomie au point qu'elle a développé un point incroyable. Parce qu'elle a fini par aimer l'anatomie. C'est ce qu'il faut faire vraiment le montrer. Si on n'arrive pas à faire ce qu'on aime, il faut aimer ce qu'on fait. D'accord? C'est le proverbe de mon père. C'est vrai? Je sais pas, je pense que... Voilà. Très bien. Difficile, non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez les compétences pour comprendre et exceller dans cette spécialité. Un jeu d'échecs. Dans quel sens jeu d'échecs? Raisonnement, tout à fait. C'est parfait. Je suis parfaitement d'accord. Dans le sens raisonnement, dans le sens... Merci.